Alors Alain, vous voulez aborder le sujet de faits et documents et de Xavier Poussard. Oui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se posent des questions, alors d'autres qui se posent des questions légitimes, d'autres qui sont là pour essayer de foutre la merde, parce que comme ce sont des ratés et des gens qui ne savent pas construire, ils essayent, s'ils peuvent, de détruire. Je rappelle qu'il y a beaucoup de liens entre l'extrême droite et la culture de la loose, parce que quand tu échoues, tu n'as pas à gérer. Or la victoire, il faut la gérer. Quand tu réussis, quand tu montes une entreprise et qu'elle marche, eh ben, il faut la gérer au jour le jour. Alors que quand tu es dans l'échec, la pleurniche. Et puis si en plus tu as une petite rente où tu touches un peu ton RMI, ton RSA, c'est beaucoup. En fait, il y a une virilité de la réussite. Et puis il y a une féminité cachée du perdant, soi-disant, du perdant dans la dignité ou dans la pureté. Tu sais, c'est qu'en fait, c'est plus pratique de gérer la défaite que la victoire. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a des gens qui, sachant que ce sont des incapables, finalement jouent. C'est presque de la psychanalyse, la défaite systématique. Des gens qui sont nés pour échouer parce que finalement, quand on est alcoolique et paresseux, l'échec, c'est plus facile à gérer que la réussite. Parce que la réussite, il faut bosser, comme moi depuis 20 ans. Je bosse pour maintenir cette organisation que j'ai mis en place, dans laquelle il se trouve d'ailleurs Faits et Documents. Et le problème de Faits et Documents est simple. C'est que Ratier, à un moment donné, cherchait quelqu'un et un groupe pour reprendre Faits et Documents. Et après avoir fait le tour de l'extrême droite, il m'a dit « Alain, le seul qui peut reprendre avec ton groupe, c'est toi, parce que les autres, c'est que des bras cassés, des prétentieux, l'armée mexicaine et des alcooliques. » Donc voilà. C'est pour ça que Ratier a transmis à mon groupe Faits et Documents, dans lequel il y avait Xavier Poussard, qui était le type qui avait été formé par Ratier. Dès le départ, on a eu un gros problème. Alors il a fallu racheter le truc, sauver les archives, les numériser. Tout ça, ça a été fait par le groupe. Ça a été fait par le groupe. Souvent d'ailleurs des Mouloud, des Mustapha, je rappelle. Il a fallu faire un énorme travail pour reprendre Faits et Documents. On nous a fait aucun cadeau. Il a fallu acheter, numériser, payer les loyers pour pouvoir accéder au truc, déplacer les archives, etc., etc. Tout ça, ça a été fait par le collectif ER. Voilà. Et on a toujours eu un problème avec Xavier Poussard, qui par ailleurs est très doué, et qui est sans doute même, je dirais, le plus doué d'entre tous, il n'y a aucun problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à tenir la périodicité. Or, cette lettre confidentielle promet à ceux qui payent un abonnement annuel 18 numéros plus 1, ça fait 19. Jamais on a été capable, sous la direction de Xavier, de produire ces 18 numéros par an, ou 19. Parce que Ratier arrivait à sortir un numéro tous les 15 jours tout seul. C'était une tâche titanesque qui lui a valu d'ailleurs de mourir prématurément. Et je dis aujourd'hui, les types qui ont ce genre de stature, je rappelle que Ratier avait 1 an de plus que moi, la même génération. Tous les mecs sont nés après 68 avec une famille déstructurée, c'est ce que j'appelle l'obsolescence programmée du jeunisme, ne sont pas capables de maintenir un rythme de travail sur plus de 3 ans. Ils explosent en vol. Et c'est d'ailleurs presque voulu par le système. Et en fait, le problème qu'a Xavier, c'est que très doué qu'il était, il n'a jamais réussi à, non pas maintenir, mais s'approcher de la périodicité qui est celle normalement qu'on doit aux abonnés. On a essayé de l'aider, alors on a diminué le nombre de pages, on a augmenté la typo de 2 points. Tu sais, là, je suis dans la transparence. C'est moi qui ai eu ces idées-là pour sauver le soldat Poussard, qu'il puisse quand même... Parce qu'il y avait un problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, tu n'y arrives pas tout seul, on va t'adjoindre des collaborateurs. Il s'y est violemment opposé, mais violemment. Il voulait faire cette lettre absolument tout seul. Et à un moment donné, on est arrivé... L'affaire Brigitte a masqué un peu ça. On est arrivé à un moment qui était le moment du mois d'octobre, où dans l'année 2024, Xavier a sorti 4 numéros. 4 numéros. C'est-à-dire au mois d'octobre, on en était à 4 numéros au 10e mois de l'année. Donc je ne sais pas si tu vois la taille de la dette abonnée qui s'est suspendue au-dessous de notre tête. Et on allait perdre aussi la commission paritaire. Les gens ne comprennent pas tout ça. On est quand même dans de la presse, là. Il faut savoir ce que c'est. Les gens de Rivarol comprennent très bien de quoi je parle. Tu vois. Ceux qui sont d'ailleurs abonnés à la lettre et qui la reçoivent comprennent très bien qu'il y avait un problème. C'est qu'à la fin, on arrivait à un numéro qui tombait de temps en temps, où à la fin, il y avait des photos en gros de Brigitte validées par l'intelligence artificielle chinoise. À un moment donné, tout ça n'avait plus rien à voir avec Faits et Documents que Ratier a transmis à mon organisation. Donc il ne faut pas me parler de trahison ou de fidélité à Ratier. Il n'y avait plus rien à voir. Or, tout ça a été masqué par effectivement le sujet Brigitte qui est très intéressant, et par le fait que Xavier est très bon à l'oral. Je rappelle que si les gens connaissent Xavier, c'est que par égalité-réconciliation, je l'ai mis systématiquement en avant et à côté de moi dans toutes mes prestations. C'est-à-dire que j'ai fait comme j'ai fait avec beaucoup d'autres.
J'avais fait la même chose avec Vincent Lapierre. J'en ai fait une vedette, je l'ai poussé parce qu'il est très doué. Mais par ailleurs, il y avait un gros problème de périodicité et de quantité de travail. Et on est arrivé à un moment donné à un point de rupture. C'est j'ai dit, écoute, on ne peut pas continuer à faire de la brigitologie systématique où à la fin, il n'y a plus que des grosses photos de plus en plus grosses. Parce que d'abord, tu ne pourras pas aller plus loin dans le dévoilement de la vérité sur l'affaire, parce qu'à un moment donné, tu es face à l'appareil d'État. Et ça devient même très dangereux pour toi et pour nous, hein, parce que à un moment donné, tu te mets en risque, tu mets en risque les autres. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il faut prendre le virage. Et le problème, c'est que Xavier, à la fois, n'était plus capable de faire la lettre qui s'appelle fait document, mais n'a absolument pas voulu que quiconque la fasse avec lui. Il était question que d'intégrer d'autres gens dans l'équipe pour respecter la périodicité et sortir de la brigitologie qu'il avait rendue, je dirais, presque fou. Tu sais, comme Bernard Palissy, qui brûle tous ses meubles parce qu'il veut absolument découvrir pour la France le secret de la faïence italienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et ça, c'est très respectable. C'est-à-dire qu'il est tellement, dans sa logique d'enquête jusqu'au boutiste, c'est tellement impur qu'à un moment donné, l'affaire Brigitte l'a rendu fou. Et là, je lui ai dit, Xavier, c'est moi qui suis l'être de raison qui gère le collectif, il faut que ça s'arrête. Et là, il a admis dans un premier temps qu'effectivement, il fallait faire autrement. Et puis quand on a fait autrement, c'est-à-dire qu'on a sauvé la commission paritaire avec 2 numéros vite fait, on l'a sauvé in extremis la commission paritaire parce qu'on a sorti 6 numéros dans l'année au lieu de 4. Je ne sais pas si tu vois qu'on la perdait la commission paritaire. Et il a accepté verbalement d'intégrer un collectif qui nous permettrait, avec lui d'ailleurs en bonne place, hein, en très bonne place, et très très bien payé. Hein, Il a accepté verbalement de travailler collectivement. Et quand on a sorti la lettre dont il n'était pas entièrement l'auteur, il a dit « je m'en vais », donc c'est lui qui s'en va, alors qu'il avait promis de rester à nos conditions, qui étaient des conditions raisonnables, et il est parti avec un énorme pactole que je lui ai octroyé, alors que ce n'était pas du tout obligatoire. Hein. Ça a été le type le mieux payé de toute notre organisation de très très loin. Donc c'est lui qui s'en va, et je le dis, je lui souhaite toute la réussite du monde, parce qu'il est très très doué. Mais par contre, je plains ceux qui vont être obligés de travailler avec lui, car c'est un type qui est très doué, mais qui est incapable de travailler autrement qu'en solo, et qui est d'une brutalité, voire d'une méchanceté avec les collaborateurs que les gens n'imaginent pas. Parce que moi, je cache toutes ces choses-là, moi, pour montrer que tout va bien. Xavier est capable d'insulter les gens, il les insulte. Hein, les insulte. C'est inouï, je sais pas, je lui ai même demandé à s'il se droguait ou pas, il m'a dit que non. Mais on est dans quelqu'un de bipolaire, paranoïaque, qui est devenu progressivement méprisant, très arrogant, et qui a pris, je dirais, sans doute la grosse tête. Hein. C'est malheureusement... on est passé d'un type qui était très humble et incroyablement sympathique, avec un humour et un talent incroyable, il est très très bon, il n'y a aucun doute, et qui est devenu un type en privé, je dirais, invivable. Et ça fait quand même 2 ans que je gère, crise sur crise, que j'essaye de le protéger, et à la fin, il a commis la folie de s'en prendre à moi. Ce qui veut dire qu'en plus, il y a une dimension de folie, alors que j'étais le type qui avait créé un trône sur lequel je l'ai assis, tu vois. Et à la fin, voilà, tu peux pas faire l'aide tout seul, tu refuses de la faire avec d'autres, on va droit dans le mur, parce que je te dis pas les plaintes qui s'accumulaient de gens qui en avaient marre de recevoir de temps en temps un truc de brigitologie intégrale et exclusive. Je rappelle que les gens qui critiquent aujourd'hui sont les gens qui n'étaient pas abonnés à la lettre. Ceux qui sont abonnés à la lettre comprenaient qu'il y avait un problème qui s'aggravait de numéro en numéro. Et le moment où on est arrivé au bout, c'était octobre. Parce que de toute façon, l'affaire Brigitte, contrairement à ce que rêvait Xavier, qui me disait « je veux le chaos », je lui ai dit « tu n'arriveras pas à ce que Brigitte vienne au journal de TF1, enlève sa perruque, mette les couilles sur la table et dise « Emmanuel, appelle-moi papa ». Ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire assassiner, comme Jean Edernalier s'est fait sans doute assassiner, tu vois. Et puis nous, on se prend tout dans la gueule par derrière, hein, les blocages de comptes, les contrôles fiscaux, etc. Parce que tout le monde sait qui est derrière, tu vois. Et à un moment donné... pareil, je rappelle que si aujourd'hui c'est Pierre de Brague, le directeur de la publication, je rappelle pour les petits cons qui ne savent rien, que si moi j'ai autant de condamnations, c'est parce que je suis directeur de la publication du site Égalité et Réconciliation. Le directeur de la publication, c'est celui qui se rend aux convocations de police et qui est responsable de tout pour le journal, tu vois. Donc aujourd'hui,
il y a quelqu'un qui a accepté de prendre cette responsabilité dans une période dangereuse. Je vois qu'aujourd'hui, il y a eu je ne sais pas combien d'arrestations, dont le fameux Joey Sagan, dont j'ai jamais compris si c'était les journalistes ou artistes d'art contemporain new-yorkais. Ça aussi, on était dans des flous de plus en plus artistiques qui n'étaient pas du tout dans l'esprit du fondateur, de Ratier. Donc j'ai l'impression que Xavier s'est mis au vert. Il a les moyens de se mettre au vert avec l'argent qu'il a pris en partant, et d'ailleurs qui correspond à son travail. Moi, je suis content de... Je rappelle que quand Vincent Lapierre nous a trahis, je lui filais avec l'organisation pour avoir carte blanche avec son micro bleu, là, 12 000 € par mois. Il avait son équipe, etc. etc. Donc, qu'on ne dise jamais que... Et je le dis aussi, les yeux dans les yeux, l'actionnariat majoritaire qui a exigé d'un seul coup qu'on arrête la folie, parce qu'on était en train de détruire la dette et de se mettre en danger, je ne suis pas actionnaire. Je n'ai aucune action, et de deux, je ne touche pas un rond sur Faits et Documents. Donc je ne suis pas actionnaire de la lettre, donc c'est les actionnaires majoritaires qui décident, j'en fais pas partie, mais à un moment donné, trop c'était trop, il fallait que ça s'arrête. Et deuxièmement, je n'ai jamais touché un rond sur Faits et Documents. Par contre, Xavier a été très très bien payé pour son travail, ce qui est normal. Mais à un moment donné, on est arrivé à quelque chose qui devait s'arrêter, et ceux qui sont abonnés à la lettre et qui la lisent voyaient bien que les 2 derniers numéros de Brigittologie, à la fin c'était des photos de plus en plus grosses, toujours la même en gros, validées par l'intelligence artificielle chinoise. Je veux dire, à un moment donné, et quand j'ai demandé quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'on passe à autre chose, je me suis pris une bordée d'injures dans la gueule. Donc à un moment donné, j'ai dit aux gars, bon, j'enlève mon filet de protection, prenez les décisions qui s'imposent, et j'ai simplement cessé de le protéger intégralement. Et le protéger depuis 2 ans a coûté des démissions et des problèmes en interne dont vous n'avez pas idée. Du secrétariat au comptable, etc., etc. C'était incroyable. J'espère d'ailleurs que de ce point de vue-là, Xavier va réfléchir à ce qui s'est passé, parce que s'il n'y réfléchit pas et qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans son appréhension des choses, il le reproduira. Et c'est pour ça que je dis, je souhaite bon courage aux gens qui, à un moment donné, vont travailler avec lui demain. Ou alors, il est capable de travailler absolument tout seul. Parce qu'ils vont comprendre ce que c'est que de gérer le garçon. Tu sais, c'est un peu comme gérer un artiste très doué. Toi, j'ai l'impression qu'il est passé si je vais prendre une métaphore, de guitariste doué à un type qui devient une star de rock'n'roll. Parce qu'effectivement, j'en ai fait une star. Et là, d'un seul coup, le mec dévaste les chambres d'hôtel, tu sais, se bat, se saoule la gueule. Enfin, tu vois, tu sais, ça s'appelle péter les plombs, tu vois. Péter les plombs. Et je le dis, s'il revenait à la raison, je serais très content qu'il revienne, parce qu'il est par ailleurs très doué dans ce qu'il fait. Mais le problème, c'est à un moment donné, il faut accepter de travailler avec un collectif, avec des objectifs. Tu as une périodicité à respecter. Là, maintenant, on s'engage à ce que tous les mois, la lettre sorte, tu vois, et qu'il y ait quelque chose dedans qui respecte à peu près, tu sais, des rubriques. Une enquête, un portrait. Et je le dis, je pense que les gens qui sont abonnés à la lettre et qui la lisent comprennent très bien qu'il se passait quelque chose et qu'on arrivait à une espèce de moment de rupture. Et ceux qui font chier, c'est toujours les mêmes, c'est des gens qui ne la lisent pas, qui ne l'ont jamais lu et qui ne l'ont jamais acheté, et qui sont contents de se dire, tiens, on va pouvoir encore essayer un peu de foutre la merde. Or, ER et moi à sa tête, on a survécu à tout depuis plus de 20 ans. Et on survivra à cette crise aussi. Si on peut s'en sortir par le haut, avec, comment dirais-je, la complicité bienveillante et la réciprocité de Xavier, tant mieux. Sinon, je dis tant pis, de toute façon, il va vivre sa vie, il est dans la force de l'âge, il a une capacité de travail. Après, il y a capacité de travail et problème d'adaptation. Et à un moment donné, et il ne retrouvera pas, à mon avis, je le dis, une situation aussi confortable et aussi privilégiée qu'il l'avait à Faits et Doc. Parce que moi, je viens de la presse officielle et j'étais journaliste professionnel pendant des décennies. Supporter ce que j'ai supporté, ce qu'on a supporté de lui depuis 2 ans, ça n'existe pas dans le monde de la presse. Ça finit mal beaucoup plus tôt. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je te dis, c'est un peu le problème de la période actuelle. La période est très dure, les gens sont fragilisés. Le boulot de dissidence qu'on fait est un boulot qui fragilise parce que ça fait peur, parce que c'est un travail un peu obscur et puis dangereux, faut pas oublier, il y a cet aspect-là. Et les gens assez jeunes aujourd'hui ont beaucoup de volonté, mais ils ont une fragilité qui est, à mon avis, liée au jeunisme, la déstructuration de la génération. Moi, je suis d'une génération d'avant 68, j'ai eu un père et une mère au sens classique, et j'ai quand même une solidité que je découvre.
et que je retrouve pas souvent chez les gens plus jeunes. Ils tiennent pas le choc, ils explosent, ils pètent les plombs, ils s'effondrent, soit ils s'effondrent. On a beaucoup de problèmes chez nous de type qui tombent en dépression, de type qui lâche, de type qui alcoolisme, etc. C'est un marqueur, si tu veux, de l'époque. Hein. Le constat, je le fais maintenant parce qu'il faut dire quelque chose. Xavier, pour l'instant, n'a rien dit. S'il veut dire quelque chose, qu'il le dise. J'espère que ça n'ira pas en confrontation violente avec ma version des choses. Et j'espère simplement que Faits et Documents va continuer à exister. On y travaille. Et puis j'espère que Xavier va, avec le recul, qu'il aura conscience de l'incroyable générosité que j'ai eue, validée par les actionnaires majoritaires envers lui, alors qu'on aurait pu se comporter autrement. Hein. Il aurait pu partir une main devant, une main derrière. Hein. Donc ça me permet aussi de rappeler que ce qu'on fait, c'est un collectif, et derrière, il y a une économie. C'est un collectif avec une économie face à une puissance d'État qui a tous les moyens de la persécution. Hein. C'est-à-dire le tribunal, les condamnations que je prends dans la gueule. N'oubliez pas qu'à chaque fois, outre de la prison ferme, c'est des grosses sommes d'argent. Hein. J'en suis à plus de 450 000 € en 20 ans. Il faut payer un minima. Hein, Et puis derrière, les contrôles et redressements fiscaux. Tout ça, c'est le fisc par les condamnations et le fisc par les contrôles fiscaux. Et ça fait très très mal. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Et on y arrive parce qu'on se serre les fesses, on se serre la ceinture. On la joue solidaire, et j'ai pas été compris de ce point de vue-là par Xavier. Je lui ai souvent dit, aie conscience que tu fais partie d'un collectif, et ce collectif que tu méprises, tu te rendras compte qu'il va te faire défaut le jour où tu te le seras mis totalement à dos. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Hein. Voilà, tu fais partie de ce collectif, toi aussi. Tu es très peu payé pour participer. Tu te mets forcément un peu en risque, tu vois. Et je préfère quelqu'un de moins doué chez moi qui a le sens du collectif que quelqu'un de très doué qui chie sur le collectif, qui se comporte comme un artiste bourgeois, tu vois. J'ai horreur des gens qui parlent mal à la secrétaire, qui parlent mal aux gens qui font le boulot, tu sais, qui n'a aucun prestige. On a chez nous des gens qui sont à la comptabilité, qui sont à l'administration, qui sont à que des boulots obscurs, sans aucune valeur ajoutée, et qui en plus sont payés au lance-pierre pour ça. Et quand quelqu'un chez nous se permet de les rabrouer ou de les insulter à moitié en prétendant que ce sont des parasites qui servent à rien, etc. À un moment donné, quand tu méprises le collectif qui te supporte et qui te soutient, ce collectif finit par te lâcher. Et ça, c'est une leçon qu'il faut retenir. Et malheureusement, j'ai passé pratiquement 2 ans à essayer de faire comprendre cette chose à quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. J'aurais préféré que ça se passe autrement, et peut-être d'ailleurs que, on ne sait jamais, ça peut être rattrapable un jour, mais il va falloir que quelqu'un change. Et ce quelqu'un, ça ne sera pas le collectif, hein, ça sera l'individualiste. Vous verrez, il y a un texte que je lui avais dédié dans mon dernier livre. Hein. Vous lisez à individualiste, je l'ai écrit pour Xavier, ce petit aphorisme. Individualiste. Petit privilégié dont l'arrogance ne lui permet pas d'identifier tout ce qui, dans sa possibilité d'ignorer les autres, vient de l'effort collectif auquel il contribue si peu. J'avais mis à Xavier P, et par gentillesse, quelqu'un qui s'occupe chez nous de la communication m'a dit enlève-le, et je regrette de l'avoir enlevé, parce qu'en fait, je l'ai déjà écrit il y a plusieurs mois, et j'aurais dû le laisser, tu vois, parce que c'est le résumé synthétique de ce problème, et de son problème, voilà. Bon, je crois qu'on peut arrêter là-dessus.